On retrouve Karim Ben Saïd dans Focus. Bonsoir Karim. Bonsoir Em. Alors je crois savoir que nous allons parler, comme je l'annonçais tout à l'heure, du congrès de Narva, des réformes que compte apporter le parti et du conflit entre les Faucans et les modernistes avec ton invité que je te laisse le soin de nous présenter. Effectivement, alors que le congrès est dans moins d'un mois, rien ne filtre ou presque sur ce qui pourrait se dérouler dans ce fameux congrès. Ce que l'on sait, c'est que le parti se dirige vers une révision encore plus poussée de ses idées, souvent décriées par l'opinion publique, mais rien ne filtre sur le bras de fer attendu entre les conservateurs et ceux que nous pouvons appeler les modernistes du parti. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Quels sont les grands thèmes de ce congrès? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec notre invitée ce soir. Elle fait partie de cette nouvelle génération justement du parti, celle qui n'a pas vécu la répression qu'a vécu donc la génération qui l'a précédée. Il s'agit de la députée et congressiste du parti, Saïda Ounissi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vos auditeurs et merci de me recevoir. Alors d'abord, Saïda Ounissi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous revendiquez à titre personnel toute l'histoire, l'ensemble de l'histoire du parti depuis sa création, la création de l'Etijah Islami, ou bien est-ce que vous dites voilà, moi je fais partie de la nouvelle génération, ne me posez pas de questions sur l'histoire du parti, parce que moi je n'y adhère pas. Il commence fort, Kelima. Alors effectivement, Narva est un parti qui a une histoire qui est relativement longue pour une organisation politique et qui fête d'ailleurs cette année ses 35 ans, qui est une histoire politique qui est intimement liée à l'évolution du système politique et à l'évolution des différents régimes que nous avons connus, et qui est une histoire qui est intimement liée également à l'évolution de la société en Tunisie. Et effectivement, depuis 2011, donc depuis la légalisation officielle du parti qui était jusqu'alors un parti interdit par le régime de Bourguiba puis par le régime de Ben Ali, a connu une évolution qui est notamment liée à sa première expérience de pouvoir. Et effectivement, ces 5 années de pratique gouvernementale et également de travail de mise en place d'une constitution, mais aussi de débat et de dialogue avec d'autres forces politiques, a eu un impact sur l'identité du parti et aussi dans sur... quel sens Dans Est-ce le que vous sens... parlez là de l'identité même du parti? Alors, effectivement, on ne peut pas attendre d'un parti politique qui fonctionne comme une entité interdite par le pouvoir, qui était durement réprimée, dont les membres sont allés en prison, ont été férocement torturés. Forcés à l'exil pour certains. Absolument, dont nombre d'entre eux ont été forcés de quitter leur pays, de rester une vingtaine d'années sans la possibilité de pouvoir revenir, dont les gens ont été dans leur structure familiale intime, touché. C'est ce qui explique que le parti, que le mouvement ait pu faire un certain nombre d'erreurs dans le passé. Écoutez, ce qui arrive avec ce congrès-là, c'est que nous faisons notre propre évaluation et que nous nous posons des questions sur effectivement notre passé, notre histoire, et nous en tirons les meilleures leçons pour prendre aussi les meilleures décisions sur là où nous voulons aller désormais. Pour revenir à ma première question, est-ce que vous, Saïda Ounissi, si vous vous posez des questions en vous levant le matin? Oui, je me dis que je suis satisfaite de faire partie d'une famille politique qui est organisée, qui est disciplinée, qui a une histoire de résistance à la dictature qui lui fait honneur, et qui en plus de ça a cette tendance à ne pas avoir de problème à se remettre en cause et à apprendre de ses propres erreurs, et aussi à vouloir aller de l'avant et à vouloir proposer une offre politique qui soit adaptée à la fois à l'histoire. Vous faites partie de ceux qui pensent que le parti a fait des erreurs? Je fais partie de ceux qui pensent que ce parti-là sait tirer des leçons de son histoire. Et c'est... Donc vous revendiquez l'ensemble de l'histoire du parti, à titre personnel. Je fais partie de cette famille politique. Pour moi, Narva, c'est ce parti où d'ailleurs mes parents étaient membres et pour lequel ils ont été privés de leur pays pendant une vingtaine d'années et pour lesquels j'ai dû, à l'âge de 5 ans, traverser la frontière algérienne à pied et être exilé à un si jeune âge en France sans avoir la possibilité de connaître ma famille, mes grands-parents, etc. Tout ça parce que il y avait une revendication
de liberté et de droits de l'homme et de démocratie. De droits de l'homme Par absolument et de droits de l'homme. Ce type de discours peut susciter un certain nombre de critiques, de controverses. Et on peut en discuter. On dit voilà. On peut en discuter sans la question, voilà justement la question que se pose l'opinion publique, ou en tout cas une partie, pour ne pas généraliser, est-ce que le parti Ennahda a défendu les droits de l'homme ou bien il a défendu les siens? Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Écoutez, Karim, il y a eu, et Ennahda fait partie d'un certain nombre de coordinations qui étaient transpartites et qui dépassaient la famille politique d'Ennahda. Je ne citerai que la plus célèbre d'entre eux, qui était la coordination du 18 octobre 2005, où Ennahda était à la fois... relativement récent. Mais c'est quelque chose qui fait partie d'un processus long où Ennahda n'a pas juste défendu les siens, elle a défendu des principes qui étaient des principes de démocratie pour l'ensemble de ceux qui souhaitaient s'exprimer. Et je suis plutôt fière en tant que jeune Tunisienne de m'inscrire dans une famille politique où le militantisme et où le dire non à la répression est quelque chose qui fait partie de son histoire. Mais alors, pour revenir aussi à la même question, mais je vais vous la poser autrement, est-ce que vous avez des points communs, par exemple, avec Monsieur Chourou ou Monsieur Lous? Ils font partie du même mouvement, de cette même histoire. Nous faisons partie du même parti politique, mais je crois qu'il est illusoire, Karim, de demander à une personne qui a 28 ans si elle a beaucoup de points en commun avec une personne qui en a 75, qui a été emprisonnée, qui a été torturée, qui a commencé sa conscientisation politique dans les années 60, et je crois que c'est ni propre à Monsieur Lous et moi-même ou à Monsieur Choul, mais c'est propre à nos générations à nous, avec la génération qui nous précède, de toute façon. D'accord. Donc, que va-t-il se passer dans ce congrès? Alors, ce congrès, c'est un congrès qui est important parce que c'est un congrès donc qui intervient après 2 années où la Tunisie a connu des crises politiques majeures. On se rappelle de 2013, on se rappelle également du fait que nous avons quitté le pouvoir de notre propre chef et que nous avons remis le pouvoir à un gouvernement de technocrates, où une constitution a été votée, où une alliance également qui est un peu inhabituelle a été formée avec nos partenaires, que ce soit Nidetoun, FR ou l'UPL, et où nous allons expliquer à nos membres pourquoi cette projection dans notre action politique, mais aussi là où nous voulons aller. Et expliquer aux membres pourquoi cette alliance avec... Tirer les leçons de cette alliance et également clarifier ce que nous sommes. Aujourd'hui, Ennahda, par cette pratique donc de pouvoir depuis 5 ans, est devenu de facto un parti politique dont la majorité, si ce n'est la totalité des actions, sont des actions partisanes, sont des actions d'activité politique. C'est une machine politique qui participe à des élections, qui produit de la politique publique et qui écrit de la loi. Le côté religieux a été définitivement mis de côté? Alors, c'est une question sur laquelle nous allons nous prononcer de façon définitive lors de ce congrès-là. Il y a une motion entière qui donc traite de cette question-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'est produit de façon un peu naturelle, avec la tendance que nous avons prise et la concentration que nous avons eue sur les activités politiques, et qui aujourd'hui, clairement, va organiser les activités d'Ennahda. C'est-à-dire que... Dissocier la prêche, enfin, en tout cas, de l'action politique. Dissocier la prédication, en effet, dissocier la prédication de l'action politique. C'est-à-dire que désormais, tous ceux qui, au sein d'Ennahda, voudront avoir des activités qui ne soient pas des activités proprement politiques. Et les partis politiques, c'est pas des organisations comme ça qui existent en orbite. C'est des organisations qui sont régies par un cadre réglementaire qui est celui de la loi des partis politiques. Et donc, désormais, c'est quelque chose qui, pour nous, est assez naturel. C'est-à-dire qu'en fait... Donc, Ennahda sera dans l'action politique, exclusivement. Absolument. Et d'un point de vue électoral, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait la particularité de ce parti, aux yeux de vos électeurs même? Ennahda, c'est un parti, certains votent pour le parti Ennahda parce que il y a ce background islamiste ou islamique dans
dans le projet. C'est un parti aujourd'hui donc que nous définissons nous-mêmes comme étant un parti musulman démocrate et qui est un parti dont le référentiel en termes de valeurs s'inspire également de la morale islamique. Pourquoi est-ce que c'est important ce congrès-là? Parce que définitivement, ça va consacrer cette question de savoir quelles sont les références finalement, quel est le référentiel dans lequel se projette Ennahda. Et pour nous, c'est quelque chose qui est assez naturel. C'est-à-dire qu'on entend souvent dans la presse dire que ça va être la grande question sur laquelle vont s'opposer les gens d'Ennahda. Non, ça c'est une question qui est traitée déjà depuis 2 ans. Hein. On a eu un congrès il y a 2 ans, qui était aussi un congrès important, qui, ces 2 dernières années, dans les différents majlis shura qu'il y a eu, dans les différentes réunions que nous avons eues, dans les différents meetings, mais aussi la grande campagne électorale de 2014, donc où nous avons réfléchi à un programme politique et où ça a participé aussi à clarifier notre discours, de dire que aujourd'hui on va ce qui est écrit dans nos textes constitutifs et ce que nous faisons, et il n'y aura désormais plus de points obscurs, et donc nous espérons que tous ceux qui nous accusent à chaque fois d'avoir un discours ou un double discours regardent tout d'abord ce que eux-mêmes font, parce que ce qui est très amusant, mais nous avons l'impression que dans le parti, par exemple, il y a un conflit, mais qu'on ne nomme pas, entre les conservateurs et les modernistes. Et la question va se poser à l'intérieur lors du congrès qui se déroulera prochainement. Il n'y a pas de conflit entre les conservateurs et les comment vous avez dit, les modernistes? Les modernistes. Il y a pas du parti. D'accord. Le conflit, enfin, je pense que le terme débat plus que conflit sied plus à l'identité d'Ennahda. On n'est pas, je sais que sur la scène politique tunisienne, on voit plus de conflits dans les différents autres partis politiques, et d'ailleurs des conflits qui peuvent mener à... Sauf dans le parti Ennahda. Alors, parce que nous savons faire la différence entre avoir un débat sain, avoir une démocratie interne qui permet aux uns aux autres, selon quelles que soient leurs idées, de pouvoir avoir Certains vous accusent d'avoir une sorte de discipline de secte. Non, c'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur, rien ne filtre. Alors, d'ailleurs, ce truc-là de rien ne filtre, il y a eu un excellent article dans Business News qui a repris dans le détail l'ensemble des motions qui étaient proposées. C'était d'ailleurs même plus clair qu'est-ce qu'on entend dans les congrès régionaux, voilà, dans les congrès locaux. Donc je crois que il y a, une transparence qui est suffisante. Peut-être que nous devrions plus communiquer, puisque tout le monde s'y intéresse. On a l'impression que c'est un débat interne, mais on est très heureux de voir que l'ensemble de la scène médiatique s'y intéresse, et nous ferons plus d'efforts pour communiquer de façon plus transparente. Mais le principal, l'élément de différence, c'est que au sein d'Ennahda, puisqu'il y a ces mécanismes de débat interne qui sont vieux, qui sont là depuis des années, où les uns et les autres savent pertinemment qu'ils ont toute la possibilité de défendre leurs opinions, et ils acceptent lorsque la majorité vote dans un sens ou dans un autre. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la discipline même du groupe parlementaire, où vous savez bien, Karim, vous qui étiez l'un de nos journalistes parlementaires, qui est présent quotidiennement à l'Assemblée, que la présence d'un véritable débat au sein d'un groupe parlementaire ou au sein d'une famille politique et d'un débat respectueux, où les uns et les autres sont respectés, où leurs idées sont prises en compte, est la garantie de leur maintien dans cette famille politique-là. Et je crois qu'il faut aller plutôt voir du côté des autres partis qui ne respectent sûrement pas leurs membres et qui expliquent pourquoi est-ce que leurs membres doivent se plaindre à Est-ce qu'il va y avoir une restructuration, ou en tout cas un changement dans les structures internes du parti? D'ailleurs, c'est l'un des points qui intéresse le plus les membres du parti, plutôt que cette question qui, j'ai l'impression, focalise plus l'attention des analystes. Le véritable changement qui va se produire dans Ennahda, c'est dans l'équilibre qu'il y a entre les différentes institutions. C'est-à-dire? Donc, nous avons ce Majlis Shura, qui est cette grande instance de décision collégiale, un peu sous le modèle d'un parlement au sein d'Ennahda, dont les membres donc vont être réélus. Et nous allons redéfinir les modalités d'élection de ces membres-là pour assurer une véritable représentation des régions. Par quels moyens?
notamment par la définition de critères des profils qui vont s'y trouver, par les droits qui sont donnés aux régions dans les votes, et pour essayer aussi, de la même façon que nous décentralisons l'État centrale en Tunisie, nous voulons décentraliser aussi le parti. Ennahda, absolument. Parce que aujourd'hui, il y a des régions, il y a aussi des élections municipales qui arrivent, il y a tout un pouvoir local qui va émerger en Tunisie, donc il est important que même nos membres à nous, d'un point de vue local, soient les profils les plus compétents et les plus à même de répondre à ces défis-là. Mais malgré l'ensemble de ces changements, Rachid Ghannouchi reste le leader naturel du parti. Alors, les candidatures à la présidence de Ennahda sont ouvertes. Il y a des candidats. Lesquels alors, je ne les connais pas encore, puisque la liste n'a pas été rendue... Combien de candidats? Je ne sais pas, la liste n'a pas encore été rendue publique, mais il y a des gens qui prétendent à cette position-là. Au moins deux personnes. Même plus que deux, je pense que plus que deux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans les leaders d'Ennahda, plus d'un sont à même de. Mais il reste le candidat naturel du parti. Il reste le candidat qui est plébiscité. Je crois même à un niveau qui dépasse le parti, c'est-à-dire que même sur la scène politique tunisienne aujourd'hui, c'est lui qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs représentants de la famille politique d'Ennahda. Mais c'est ce qu'on reproche un petit peu aussi dans ce contexte politique, c'est que voilà, nous avons Beji Caïd Sebsi, président de la République, et à côté de lui, Rachid Ghannouchi, qui est simplement, je dis simplement, président d'un parti, et malgré ça, ce sont ces deux personnages politiques qui décident de l'ensemble de la politique à mener. Je crois que ce n'est pas très gentil envers Habib Sid, ni envers l'ensemble du gouvernement, ni même envers... C'est l'impression que nous avons en tout cas. Ni même envers les députés, ni les présidents de groupes parlementaires, donc qui sont également ces gens-là qui font la politique en Tunisie. C'est peut-être une impression qui est liée à cette relation un peu particulière qu'entretiennent ces deux hommes, et qui, je crois, lorsqu'on regarde les choses d'une façon positive, a été aussi l'une des garanties de la stabilité de la scène politique tunisienne et de la possibilité de maintenir... Mais est-ce que c'est sain dans une démocratie qu'il y ait ce genre d'entente, de ne pas laisser jouer ou laisser faire la démocratie en tout cas? Moi je ne parle pas pour les autres partis politiques, mais en tout cas dans le parti politique auquel j'appartiens, les députés, les élus au niveau local, les membres de Majlis al-Choura sont des personnes qui sont tout aussi habilitées à diriger les tendances politiques vers lesquelles nous allons, et qui sont écoutées par le leadership de notre parti politique. Donc je crois que cette image qui est un peu réductrice ne tient pas compte de l'influence qu'ont l'ensemble du personnel politique dans la scène politique tunisienne. Et je crois que c'est un peu réducteur de réduire la dynamique qui existe aujourd'hui et qui permet aussi de mettre en place les réformes, que ce soit les réformes constitutionnelles, que ce soit la mise en place des instances qui sont prévues par la Constitution, que ce soit ce nouveau défi politique qui va être la mise en place de la loi de la décentralisation, la mise en place de la loi électorale pour les élections municipales, les différentes réformes économiques que nous sommes en train de mener. Pour ne citer que maintenant, là, je sors de la commission des finances. Vous êtes membre de la commission des finances. Absolument, où nous sommes en train de restructurer complètement le secteur bancaire, donc qui est un secteur vital pour l'économie tunisienne. Donc je crois que c'est bien plus compliqué que ça. Alors dernière question, on parlait de modernisation du parti. Est-ce que sur les questions de société, est-ce que le parti compte aussi faire un certain nombre de révisions? Moi, je crois que ce qui a été le plus intéressant dans le parcours politique d'Ennahda ces 5 dernières années, ça a été justement ses positions, notamment lors du débat constitutionnel sur la place des femmes, sur l'égalité entre les hommes et les femmes qui a été votée par les députés d'Ennahda, sur la liberté de conscience qui a été aussi votée par les députés d'Ennahda. Après un long combat aussi de l'opposition, il faut le dire, contre le parti Ennahda qui était majoritaire à l'ANC. C'est un débat qui a réuni l'ensemble des partis politiques en Tunisie et dont Ennahda a fait partie. Et c'est une dynamique finalement qui a été positive et dont Ennahda est aussi l'un des artisans. Et je crois justement que ces positionnements-là sur les questions
de liberté et de droit, et que nous avons pu également défendre de façon pratique lors du vote de la loi antiterroriste ou lors de notre plaidoyer pour l'adoption de la loi de droit d'accès à l'information ou lors de notre plaidoyer pour la protection des données personnelles lors de du dernier projet de loi de la Banque centrale. Donc effectivement, nous évoluons beaucoup à ce niveau-là, et je crois que cela fait partie d'une évolution naturelle de la société tunisienne qui est en train de se démocratiser aussi. Merci beaucoup Saïda Ounissi, donc députée et congressiste du parti Nahda. Merci énormément. Merci à vous. Merci, à bientôt sur RTCI. Je te dis à demain, Kélim, pour une autre édition de Focus à 17h30. Nous, on reste ensemble. Ne quittez pas, toujours sur la 98.2 jusqu'à 19h30.